Mais merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc normalement, vous voyez une slide noire avec un bâtiment total, non? C'est ça, hein, je ne vois pas. Pas encore? C'est bon? Ok, parce qu'en fait, on va se coordonner avec Laurence pour passer les slides. Je suis désolé, donc ce sera pas. J'espère que ce sera fluide. Donc je voudrais, donc en une demi-heure à peu près, hein, c'est ça, vous présenter peut-être les grandes lignes, enfin en fait le contexte de rédaction de cet article scientifique qui est paru en octobre 2021, que j'ai coécrit avec un historien de l'environnement, Christophe Bonneuil, donc français, et un historien de l'industrie pétrolière américain qui s'appelle Benjamin Franta. Donc peut-être voilà, revenir un petit peu sur le contexte de rédaction de cet article, aussi on va dire le champ historiographique dans lequel il s'inscrit, donc celui des recherches sur la production du doute, qui est un champ plutôt américain. Donner quelques éléments sur le cas de Total, parce qu'en fait, ce qui est vrai aussi, c'est que la diffusion du doute aux États-Unis, en Amérique du Nord, est bien documentée. Il y a eu plusieurs livres, etc. Sur le cas de la France, on a été les premiers à écrire là-dessus, en tout cas sur la question des liens entre l'industrie pétrolière et le réchauffement climatique. Et il n'y a pas encore de... Enfin, bon, voilà, notre article a été traduit en français, mais ça n'a pas été encore énormément diffusé. Puis ça nous concerne peut-être un peu plus qu'aux États-Unis, enfin, que la situation américaine. Et enfin, je reviendrai sur certaines difficultés, à mon avis, qui sont liées à la production, enfin, à la position de l'industrie pétrolière aujourd'hui en France et plus généralement en Europe, et les questions que ça pose sur la construction de l'information et la construction de la perception des enjeux liés au réchauffement climatique. Alors voilà, c'est un peu les trois points que je vais aborder. Donc l'histoire du papier, une aperçu des principaux résultats et les questions qui restent ouvertes. Donc je vais revenir sur le contexte historiographique dans un instant, mais peut-être pour vous dire comment s'est passé en fait l'histoire de ce papier, c'est que ça me semble important aussi de dire comment se fabrique la science dans ces questions, parce qu'on parle de la fabrique du doute, mais du coup, pour être un peu convaincant et essayer de dissiper enfin, mettre les choses au clair, c'est aussi important de savoir comment on a travaillé en tant que chercheur. Donc j'ai travaillé avec des historiens, moi je suis sociologue, je pense que c'est assez important parce qu'en fait au final, mon collègue Christophe Bonneuil qui m'a sollicité avait mis la main par hasard sur une brochure du groupe Total des années 70. Donc une brochure, ça veut dire la revue qui circulait en interne aux salariés, la revue du groupe, quoi, dans lequel un climatologue de l'université de Pau, je crois, ou de l'université à Paris, qui avait été invité à écrire un article sur le réchauffement climatique dans les années 70, où il explique tout un tas de prévisions auxquelles on peut s'attendre à l'horizon des années 2000, etc. etc. Donc cet article est trouvé par hasard en fait par Christophe Bonneuil qui me contacte et nous rentrons après en lien avec Benjamin Franta. On s'est dit tiens, voilà, on aimerait creuser un peu cette question de la responsabilité des pétroliers français dans la construction d'une image distordue en fait du réchauffement climatique. Et on s'est appuyé, enfin on a demandé à Benjamin Franta, qui travaillait à Stanford à l'époque, s'il voulait bien nous aider, tout simplement parce que, enfin, je vous l'expliquerai après, les circulations transnationales, c'est-à-dire le partage, enfin, l'interpénétration des réseaux de savoir à l'intérieur de l'industrie était assez significatif. Donc pour bien comprendre le matériau auquel avaient accès les gens de la recherche et développement de chez Total, enfin Elf Total, qui n'était pas encore fusionné à l'époque, il fallait qu'on ait une bonne compréhension de ce qui se passait dans le milieu anglo-saxon et notamment aux États-Unis. Donc nous avons eu accès aux archives de l'entreprise après avoir eu cette première piste voilà, qui avait été trouvée à la Bibliothèque nationale de France. Nous avons eu accès accès aux archives sans problème majeur. Voilà, on a dit qu'on voulait faire des recherches sur la façon dont l'entreprise avait perçu les enjeux environnementaux depuis les années 70. On a déployé les archives. Je vous présenterai les résultats un petit peu plus tard. Et on a effectué des entretiens, notamment avec des anciens cadres et salariés qui avaient eux aussi des souvenirs parfois utiles, notamment de la période charnière des années 80-90, à partir du moment où James Hansen a donné son témoignage devant le Sénat aux États-Unis, puis le GIEC s'est constitué, puis la première conférence de Rio. Donc il y a un enchaînement d'événements très importants à la fin des années 80, début 90, où avoir le recueil en fait, des témoignages des anciens cadres de Total ou de Elf était intéressant. Voilà, on a eu une couverture média importante aussi. Alors ça pose la question de notre exposition en tant que chercheur à des résultats scientifiques. On a produit des résultats scientifiques qui, d'une certaine façon, étaient très attendus. Ça pose aussi la question de savoir voilà, parce qu'il y a une montée des tensions et des appréhensions autour du réchauffement climatique. Donc aussi le besoin de trouver peut-être des boucs émissaires. Donc ça, c'est intéressant aussi comme logique en tant que chercheur, nous, de nous positionner. On s'est très tôt demandé voilà, comment on fait pour trouver notre juste place,
établir des faits de façon la plus impartiale possible. Donc évidemment, le processus de publier dans une revue à comité de lecture bien notée. On a été chercher la revue la plus haute qui nous semblait envisageable parce qu'on faisait quand même une publication en histoire et en sociologie des sciences climatiques, donc on ne pouvait pas aller dans des revues comme Nature ou qui sont vraiment des revues de sciences naturelles. Donc on a essayé de trouver une revue interdisciplinaire bien notée pour avoir une relecture la plus exigeante possible. Et donc on a réussi, ce qui n'était pas quand même un gros travail de fond sur le papier. Et notre expérience après après la publication, c'est qu'il y a eu une grosse tempête médiatique pendant 24 heures. Moi, je l'ai vécu parce que les médias nous ont sollicité de façon spectaculaire. Et 48 heures après, il ne s'est plus rien passé. En un sens, tant mieux. Et l'entreprise n'a pas vraiment engagé de débat avec nous. Elle a notifié d'un communiqué de presse sur son compte Twitter. Et ensuite, elle n'en a plus parlé. Donc ça, c'était aussi quelque chose que moi j'attendais, parce que pendant ma thèse, j'avais travaillé sur la façon dont le groupe Total, depuis les années 2000, s'était saisi de la question climat. Et donc j'avais compilé tous les rapports aux actionnaires depuis les années 2000. Et notamment à partir de 2006, 7, 8, c'est le moment où on commence à parler du climat, pour voir s'ils allaient intégrer notre travail à leur narratif. Et manifestement, pas ou pas encore. En tout cas, il faudrait peut-être que je serai dédié dans les prochaines années. Mais peut-être quelques éléments sur le contexte historiographique. Donc là, ce que je vous ai reproduit, c'est en fait un courrier interne à l'entreprise Exxon qui explique, en fait c'est pour vous resituer l'ambiance dans les années 60-70. Donc je ne suis pas un spécialiste de cette époque. C'est notre collègue Benjamin Frontin, lui, qui connaissait tout ça sur le bout des doigts, donc il nous en a pas mal parlé, et je me suis documenté, mais on va dire que j'ai un avis informé, mais je ne suis pas expert. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 60 et 70, donc Exxon avait vraiment beaucoup d'argent notamment pour la recherche et le développement. Et il faut voir aussi qu'on était dans une logique de compétition entre les deux blocs Est et Ouest. Et donc il y a une intégration assez forte, qui existe encore aujourd'hui, mais peut-être de façon moins prononcée, entre le complexe militaro-industriel américain, les grandes firmes et les universités. Et donc, à ce titre, Exxon, dans les années 60, va dépenser des sommes conséquentes pour faire de la recherche sur ce qu'ils appellent ici, et là j'avais recopié je vous ai mis une capture d'écran. Je vais dire juste la première phrase. The following are some grandiose thoughts on what we, Exxon, might undertake to do in connection with the CO2 problem. Donc c'est en 1978. Exxon a déjà lancé des premières campagnes scientifiques pour évaluer les impacts sur le système Terre des émissions de CO2. Parce que en fait, c'est un des effets de la combustion des énergies fossiles qui est le mieux connu depuis longtemps par ces grandes firmes, c'est que ça rejette du CO2. Donc il y a tout un tas de... il y a des chercheurs qui vont être, affrétés, mais non, parce que c'est juste la photo d'après, mais Exxon va même affréter des tankers à l'époque, parce qu'ils ont des tankers pour transborder du pétrole, pour faire vraiment des vraies campagnes scientifiques à la hauteur de ce que ferait aujourd'hui l'Ifremer ou des instituts de sciences, et évaluer, là en l'occurrence, à la toute fin des années 70, Exxon Tanker CO2 Project, c'est pour évaluer les échanges gazeux entre l'eau et le liquide, entre l'eau et la mer. C'est des choses que font aujourd'hui les scientifiques du GIEC. Et donc, il y a vraiment c'est vraiment à l'état de recherche et développement, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser, donc ils disent il faut qu'on mette de l'argent sur ce problème du CO2, parce que si c'est bien effectivement un problème, on pourrait offrir des solutions concrètes en fait pour limiter en fait les dégâts des émissions de CO2. Et donc un vrai effort de recherche fondamentale qui est fait par des laboratoires au sein d'ExxonMobil. C'est un niveau que n'atteindra jamais une entreprise comme Total. C'est aussi pour ça que dans notre travail, c'était important, c'est de voir qu'à partir des années 70-80, tout ce qui se dit sur le climat à l'échelle scientifique mondiale est très lié aux grandes compagnies d'énergie fossile, parce que même dans des grands laboratoires américains, au MIT, dans les grosses facs, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des post-docs chez Exxon, Texaco, etc., dans les grandes entreprises. Donc il y a des vraies circulations entre ces milieux professionnels. Et ça, c'est beaucoup moins le cas en France, en fait. Donc c'est plutôt en étant exposé
à ces milieux nord-américains que Total va se faire, au début, dans les années 80-90, se faire une idée de ce qu'il faut, la façon dont il faut traiter la question climatique. Sauf qu'en 1979, c'est le deuxième choc pétrolier avec des vraies contraintes qui apparaissent, enfin des nouvelles contraintes, parce qu'il y avait déjà eu le premier choc, mais un nouveau choc pour les entreprises privées américaines qui vont considérablement réduire la voilure et décider d'arrêter de financer aussi généreusement ces projets de recherche, avec cette perception, parce qu'en fait, dans les années 70, c'est vraiment, bon, on voit que c'est un CO2 problem, donc c'est quand même un problème, mais ils se disent, il faut quand même qu'on connaisse mieux, et dans les années 80, il y a un coup de barre, mais qui est peut-être pas si important que ça, mais ils se disent, bon, en fait, on se rend compte que c'est un problème, et il va falloir changer notre rapport à ce problème, en fait, en quelque sorte. Plutôt que d'essayer de le résoudre, on va plutôt essayer de l'enfouir. Donc dans les années 80 s'opère un pivot, et Exxon va petit à petit, enfin même assez rapidement, à partir de 82, 83, développer une stratégie du doute pour donc le chef, le responsable de la R&D chez Exxon qui est en charge des modèles climatiques va commencer à clairement assumer dans ses éléments de langage à dire que les modèles ne sont pas certains au sens de la certitude absolue et qui évidemment n'est pas atteignable dans le régime scientifique pour inverser la vapeur en quelque sorte et faire peser le bénéfice du doute en faveur des émetteurs, des entreprises qui émettent du CO2 pour ne pas qu'elles soient décrédibilisées dans la sphère publique. Donc toute cette histoire en fait du revirement d'Exxon, il a été bien documenté en 2015 par un site d'info climatique qui s'appelle Inside Climate News. Donc c'est Exxon The Road Not Taken. Donc c'est un gros reportage en 6 épisodes. En fait c'est quasiment déjà de l'histoire, même si l'appareillage de notes, etc. Fait que c'est plutôt un format journalistique long, mais il y a quand même des documents historiques. Vous pouvez consulter, lire des PDF, des mémos internes d'Exxon, etc., qui établit bien en fait toute cette histoire au sein d'Exxon et le revirement des années 80. Plus récemment, en français plutôt, a été traduit un livre de Nathaniel Rich qui s'appelle Perdre la Terre, qui ne se focalise pas que sur Exxon, mais qui du coup dézoome un petit peu pour essayer de resituer la trajectoire d'Exxon, des cadres d'Exxon, dans l'histoire aussi de l'administration américaine et de la question vis-à-vis du réchauffement climatique, pour montrer aussi les circulations entre la Maison-Blanche, ces grandes entreprises, la façon dont les présidents américains successifs avaient été mis au courant du réchauffement climatique et comment le problème a été enterré dans les années 80. Donc tout ça pour dire qu'en fait ce contexte historiographique américain, il a été évidemment assez prégnant. En fait c'est aussi une réflexion sur la fabrique de l'histoire en général, c'est qu'on a été assez inspiré par cette façon de travailler les sources de business history, donc d'histoire des entreprises qui avait été faite sur Exxon, et de comprendre ces mécanismes d'influence pour essayer de voir, en fait, sur la base des premiers indices empiriques qu'on avait pour le cas français, essayer de transposer ce cas-là, mais de façon évidemment intelligente, parce que le rapport entre l'État, les grandes entreprises et les institutions scientifiques en Europe, et en particulier en France, est très différent de ce qui se passe aux États-Unis. Total avait beaucoup moins d'argent. Total a eu une approche beaucoup moins, on va dire pendant la période contemporaine, on va dire à partir de 97 jusqu'à aujourd'hui, une posture plutôt policée sur la question climatique. Donc on n'est pas du tout face à une entreprise aussi agressive qu'Exxon qui tient encore aujourd'hui des propos très violents en quelque sorte sur l'irréalité du réchauffement climatique ou du moins la non-responsabilité de l'espèce humaine. Donc voilà, j'ai mis d'autres exemples de titres, parce que le puzzle continue de s'assembler depuis les années 2015, et ça c'est aussi important de le voir, c'est que c'est un champ historiographique qui commence à être exploré. Donc notre collègue Benjamin Franta a travaillé notamment sur l'article en bas à gauche sur l'IPIECA, qui est un groupement, un groupe interprofessionnel des majors du pétrole qui à partir de 1974 a commencé à produire de la contre-science, donc lui il a travaillé plutôt là-dessus. Naomi Oreskes et Geoffrey Supran ont continué à travailler sur la façon dont Exxon a mis en œuvre une rhétorique de négation, on va dire, du changement climatique. Donc c'est un champ qui est encore, c'est pas des recherches qui sont closes, elles sont encore en cours aujourd'hui. Donc nous on voulait participer de ce mouvement. C'est bon ? Donc
peut-être voilà pour vous présenter les principaux résultats de ce qu'on a établi dans l'article. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les premières mentions du réchauffement climatique dans la revue en 1971, qui sont en tout cas la première inscription matérielle sur laquelle on a pu mettre la main. Peut-être qu'il y a des choses qui existaient avant, mais nous sommes historiens, enfin en tout cas je ne suis pas historien, mais on a travaillé en historien, et on n'a pas trouvé de sources plus anciennes, de traces plus anciennes. Et par contre, ce dont on trouve la trace ensuite, donc une première mention en 71, et ce qu'on sait ensuite, c'est qu'en regardant l'agenda des directeurs scientifiques de Total et de Elf, c'est qu'il y a des contacts réguliers avec l'IPIEK, des rendez-vous à Houston, à Londres, dans des grandes villes occidentales, dans lesquelles il y a des réunions de travail qui vont permettre à des cadres, notamment d'Exxon, de partager leur compréhension des enjeux climatiques aux cadres de Total. Donc ils vont être assez rapidement exposés dans les années 80. Si bien qu'en 1986, et c'est là aussi qu'on peut discuter, parce qu'évidemment l'article, c'est une forme figée. Nécessairement, quand on publie un article, on est obligé de mettre des points en phrase, mais en réalité, il y a beaucoup de questions qui sont en suspens, dont on peut discuter. Parce qu'assez vite, en quelque sorte, les questions qu'on soulève dans l'article ont été un peu écrasées dans le débat public. C'est presque nécessaire, parce que c'est difficile de faire exister des questions complexes, mais à partir de quand on pourrait dire que Total savait, entre guillemets? D'une certaine façon, on peut dire qu'en 71, il y a des traces. La revue est lue par les cadres, par les dirigeants. L'édito du numéro de cette revue de 71 est signé par le PDG. Donc voilà, il y a quand même cette idée que le phénomène du réchauffement climatique a reçu une attention. Mais en 86, on voit qu'il y a une première discussion du réchauffement climatique en tant que problème posé pour le business des industries fossiles en 1986, lors d'un comité exécutif du groupe. Donc ça veut dire qu'on a parlé pendant au moins 20 minutes de ce point. On a exposé au PDG ce qu'avaient fait les Américains depuis 3 ou 4 ans. On leur a dit, voilà, il y a cette option, cette option, cette option, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et donc, évidemment, nous, on n'était pas à la réunion, on n'a pas les microfilms ou les bandes audio qui permettent de savoir la teneur des échanges, mais le compte-rendu, en tout cas, qu'on cite dans l'article, c'est de dire que, en fait, la conclusion, c'est que l'industrie des énergies fossiles va devoir se préparer à se défendre. Donc c'est une formule un petit peu elliptique, on ne sait pas exactement contre qui, contre quoi. Voilà, donc nous on a choisi de se dire quand même que c'était de se défendre contre des formes de régulation venant de la part des États-nations, et de fait l'histoire en quelque sorte nous donne raison, puisque en fait on voit que dès après la création du GIEC, donc arrive la COP 0 ou COP 1, je ne sais plus, de Rio 92. Et donc la communauté européenne a prévu d'arriver avec un package assez conséquent de mesures, aussi pour asseoir son soft power vis-à-vis des nations du Sud, etc. Puis avoir des mesures assez efficaces. Et ce qu'on voit dans les archives, et aussi ce qui est aidé aussi par les conversations avec ceux des salariés qui ont bien voulu échanger avec nous, c'est que du coup, en 92, donc, il y a eu un gros effort de lobbying des industries pétrolières à l'échelle européenne pour détricoter la proposition de taxe carbone qui était portée par la délégation européenne à Rio. Si bien que le commissaire, je crois que c'est le commissaire à l'environnement de l'époque, a démissionné avant d'aller à Rio. Donc il y avait vraiment déjà eu des épreuves assez fortes, qui avaient permis à l'industrie pétrolière de se positionner dans ce qui allait devenir une véritable lutte d'intérêt autour de l'encadrement de la commercialisation des énergies fossiles. Ensuite, dans les années 90, à l'intérieur de Total, on observe des opinions divergentes à l'intérieur de l'entreprise entre les différents cadres. Donc, il va y avoir la direction environnement et une autre direction, je ne sais plus exactement lesquelles, mais deux personnes qui sont tous les deux habilitées en fait sur ces questions de rapport aux régulateurs, etc. Et il y a l'ancien directeur environnement de Elf, avec qui on a fait des entretiens, qui lui était plutôt partisan d'une ligne réaliste scientifique, c'est-à-dire avec une perception peut-être du contexte français qui faisait que chez Total, il y avait beaucoup de polytechniciens, d'ingénieurs des mines, etc., des personnes qui sont quand même assez formées aux sciences, et donc avec cette sensibilité de dire que aussi les ingénieurs au service de l'intérêt général, etc., qui est assez peut-être plus forte en France qu'aux États-Unis, avec cette idée de dire nier le réchauffement climatique, vu le consensus
qui commence à s'établir, si l'on en croit le premier rapport du GIEC de la fin des années 80. C'est pas prudent, c'est une sorte d'irresponsabilité, etc. Et en interne, aussi une ligne plus agressive, à la Exxon, si je peux dire, qui fait de la préconisation, enfin, voilà ce cadre, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais à la limite c'est pas très grave, on va le laisser tranquille, qui propose une stratégie agressive de dénégation des risques associés au réchauffement climatique. Et cette lutte interne, elle va durer en gros entre 92 et 95. Donc là, on a trace de personnes aussi qui essayent d'avoir accès à la direction du groupe. Là, je parle plutôt d'Elf, hein, pour faire valoir leur point de vue. Et au final, c'est aussi la période pendant laquelle, au niveau de je ne suis pas un très bon historien des instances de l'Union européenne, mais je crois qu'il y a une première proposition pour une taxe carbone en Europe qui n'a pas le nom de taxe carbone, mais qui a un autre nom. J'ai oublié, mais en tout cas, avec des vraies batailles dans les instances européennes pour savoir si on va introduire des taxes carbone pour limiter les impacts de l'usage des énergies fossiles. Donc ça, c'est aussi intéressant de se dire... Moi, je suis un humble sociologue, donc en travaillant avec des historiens, c'était très intéressant de bénéficier de leur patience en quelque sorte pour faire des archives, ce qui est quand même un travail potentiellement fastidieux, et plonger un peu dans ces batailles dans les années 90 autour de la taxe carbone en Europe. On se dit, bon, ok, en fait, ça fait longtemps quand même qu'on se bat sur des questions de taxe carbone. C'est pas forcément très encourageant, mais voilà, en tout cas, c'est comme ça. Et... par contre, ce qui se passe, c'est que suite à ces tensions en interne, en 97, donc à la veille de la conférence de Kyoto, qui a lieu en décembre, enfin pas à la veille, mais dans les semaines qui précèdent, le PDG de Total, enfin de Elf de l'époque, je crois que c'est Jaffré, donne un entretien dans Le Monde dans lequel il dit, en plus, je suis à la Fondation Descartes, mais il dit en France, on est cartésien, donc on accepte le réchauffement climatique. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a une sorte de clarification qui est donnée par voie de presse, qui va devenir petit à petit la ligne de conduite du groupe Total jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une acceptation au moins discursive de l'autorité de la science pour établir le consensus sur la réalité du réchauffement climatique et sur son origine. Donc moi, c'est ce que j'avais retenu quand je faisais mon travail de thèse. Et puis, en travaillant avec les historiens, ils m'ont dit, mais t'es sûr et tout, est-ce qu'il n'y a pas de climato-scepticisme? Je dis, bah non, en fait, après 97, il se passe rien. En fait, quand on regarde et quand on creuse bien les documents qu'ils ont donnés, qu'ils ont produits pour les autorités financières, à partir des années 2000, c'est l'année de butoir que j'ai prise, c'est la fusion entre Total et Elf. Donc, ils sont introduits en bourse sous une seule et même bannière, en quelque sorte. Et ils produisent des rapports financiers. En 2003, il y a une loi qui oblige à faire du reporting social et environnemental, donc des rapports aussi qui vont être un petit peu plus étoffés sur les questions socio-environnementales. Et on repère des traces de climato-scepticisme assez marquées jusque vers 2004-2005. Alors là, c'est pareil, ça reste un peu ouvert en termes d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de l'inattention? Est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que c'est de la malveillance ou une volonté de manipuler le public? C'est vraiment très difficile à dire. Je pense que chacun interprète ça de façon... il y a plusieurs clés de lecture possibles. En tout cas, on peut au moins dire qu'il y a une forme d'amateurisme, puisqu'en 2004-2005, les rapports sont encore disponibles sur Internet. Vous pouvez trouver des rapports de Total où on dit c'est dans des petits paragraphes, mais grâce au contrôle F, on trouve assez facilement. Certains experts considèrent que l'espèce humaine est à l'origine du réchauffement climatique, mais cela fait encore débat. On est en 2004 ou 2005, il y a encore ça, ou 2003-2004. C'est quand même presque 10 ans après le second rapport du GIEC de 1995, qui établit, on va dire, de façon irréfragable, le lien entre les activités humaines. Enfin, il y a vraiment un seuil de confiance un nouveau seuil de confiance qui est franchi et qui permet plus de tenir ce genre de propos si on prétend être sérieux sur ces questions. Donc il y a des traces de climato-scepticisme jusqu'en 2004-2005, et en 2006, je ne l'ai pas noté ici, mais le groupe Total organise une conférence destinée au grand public sur les enjeux climatiques, va inviter Jean-Marc Jancovici, plusieurs personnes qui sont affiliées aux travaux du GIEC, Hervé Letreux, donc voilà, climatologue bien connu, plusieurs personnes des ministères, et à l'occasion de cette grand-messe, entre guillemets, vraiment réaffirmer une intégrité sur ces questions scientifiques,
C'est 1 an avant, non n'importe quoi, c'est 3 ans avant Copenhague. Mais bon, en tout cas, c'est dans la marche vers Copenhague. Il y a la conférence de Bali qui va arriver, etc. Donc on est quand même sur un cycle plutôt ascendant dans les négociations climatiques, puisque le traumatisme de l'échec de Kyoto a été quand même fort, et il y a une volonté d'aller au-delà. Et donc c'est ce que j'ai appelé, enfin ce qu'on a appelé, je ne sais plus si on l'a désigné comme ça dans l'article, mais là en tout cas, une exemplarité discursive. Et depuis 2006, à ma connaissance, je n'ai pas réussi à... Enfin, en tout cas, non pas que je cherche, je passe pas mes journées à ça, mais en épluchant la documentation institutionnelle de l'entreprise, je n'ai pas vraiment trouvé d'occurrence de phrases ou de formulations qui pouvaient prêter à confusion sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Donc, en fait, pour moi, j'en arrive à la situation contemporaine. Ça pose 2 questions. C'est des questions qu'on n'a pas vraiment abordées dans l'article parce que notre article est strictement historique. On ne voulait pas faire de propositions conceptuelles parce que c'est plus difficile. Enfin, c'est difficile de faire 2 choses dans un article dont la taille est limitée. Mais on pourrait faire quand même, enfin, à l'issue de notre travail, faire une sorte de proposition conceptuelle de dire que, après tout, est-ce que les pratiques du groupe Total sur la question climatique s'apparentent pas à une forme, ce qu'on pourrait appeler une agnotologie soft? Donc vous savez, l'agnotologie, je ne sais pas si on en a parlé ce matin, mais c'est la production du doute, la manufacture du doute. Est-ce que, à l'inverse enfin pas à l'inverse, mais sur le continuum de la production du doute, évidemment il y a Exxon qui est vraiment le grand méchant, et plus on se déporte vers le centre, en quelque sorte, plus on trouverait Total. Enfin, Total serait plus positionné vers une sorte de, je ne sais pas s'il faut l'appeler un juste milieu, mais une position qui est plus politiquement correcte, plus difficile à critiquer aussi, parce que, d'une certaine façon, assez subtile. Je ne sais pas comment dire autrement, même si, à bien des égards, oui, voilà, ils sont quand même très critiquables. En tout cas, ce qui me semble être vraiment constant dans la façon dont le groupe parle du changement climatique, et plus encore ces dernières années, c'est d'entériner une division du travail extrêmement stricte entre la science et le business et l'industrie, en fait. Ils vont vraiment dire la science est faite pour les scientifiques, sous-entendu pour les scientifiques qui travaillent dans le cadre des sciences naturelles et qui décrivent les processus de transformation du système Terre, mais sans s'intéresser aux causes socio-économiques de ces perturbations. Et de l'autre côté, le business, c'est pour les businessmen. En fait, les scientifiques du GIEC sont bien gentils, ils nous donnent, voilà, c'est même pas qu'ils sont bien gentils, c'est qu'ils sont extrêmement compétents, ils font tourner des modèles, ils nous offrent des projections très intéressantes, mais par ailleurs, c'est nous qui sommes en Indonésie, c'est nous qui sommes en Chine, et nous savons mieux que vous que tous ces gens ont besoin d'énergie, etc., etc. Donc une sorte de scission entre les répertoires de justification qui leur permet de reconnaître vraiment la science, mais de jamais la faire rentrer, enfin de s'immuniser en fait en quelque sorte contre ces conclusions dans leur business, enfin dans leur pratique commerciale et industrielle. Donc pour moi, voilà, c'est une posture qui tire profit d'une certaine façon de la dépolitisation entre guillemets de fait de la science naturelle, puisque c'est son épistémologie, elle est objectivante, elle ne s'intéresse pas aux causes socio-économiques des perturbations. Et donc du coup, et même il y a eu tout un tas de débats ces dernières années autour de voilà, est-ce que le GIEC est politique ou pas? Il y a même des désaccords probablement à l'intérieur des groupes de travail, certains considérant que des adjectifs plus catastrophistes devraient être employés parce que sinon on n'est pas en train vraiment de livrer des conclusions qui sont à la hauteur de ce qu'on pense en tant que scientifique, etc. Mais jusqu'à présent, en tout cas, le ton, on va dire, un petit peu compassé ou très prudent des déclarations du GIEC a contribué de façon contingente, en tout cas, à renforcer cette division du travail entre les scientifiques et les industriels. Ce qui est manifeste aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de difficultés, les controverses liées à l'évaluation de la crédibilité des scénarios de projection des entreprises, désolé, la phrase est longue en elle-même, devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que Total dit, quand il publie un plan climat en 2020, en fait, on s'appuie sur le scénario AIE 2 degrés qui a été fait en 2018, en tenant compte aussi du rapport du GIEC, etc., etc. Donc en fait, si vous voulez rentrer dans cette controverse pour dire, attendez, mais sur quoi est-ce que vous vous basez
pour prendre en compte vos émissions de méthane sur vos puits ou sur votre gaz de schiste. Parce qu'en fait, il y a eu une dernière étude qui est sortie dans Nature l'année dernière et qui en fait dit qu'on devrait peut-être sous-estimer d'un facteur 3, je sais pas, les émissions de méthane non détectées. Donc voilà, donc on est tout le temps pris dans une espèce d'incertitude épistémologique pour évaluer la robustesse en fait du discours de l'entreprise, en fait qui lui profite d'une certaine façon, parce que quand on rentre dans la controverse, et ça s'est déjà observé, Total peut toujours dire ah oui merci de nous en tenir compte, donc par Twitter interposé, nous travaillons déjà à intégrer ces résultats dans notre prochain plan et voilà, rendez-vous l'année prochaine. Donc il y a une espèce d'engrenage en fait en quelque sorte de la controverse et de la technicisation de la controverse qui la rend extrêmement, enfin qui la dépolitise dans la mesure où en fait il faut vraiment être un expert des scénarios de l'AIE, du GIEC, des entreprises oil and gas, etc. pour voilà, prendre parti à ces débats. Et donc du coup, bah, je veux dire, c'est difficile de susciter les passions du grand public sur des questions qui deviennent extrêmement techniques et en fait au final assez ennuyantes. Donc c'est une stratégie assez dilatoire. Et je pense qu'en fait, cette agnotologie soft, d'une certaine façon, elle va de pair avec un effet de saturation. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tous les ans, l'entreprise réactive son plan climat. Il y a des discordances entre les différents plans climat. Du coup, on se demande, mais si je suis un investisseur, qu'est-ce que je dois conclure des discordances entre les plans climat de l'entreprise? Donc, vous voyez, il y a une espèce d'incertitude. La science climatique elle-même évolue. Les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants. Du coup, est-ce que, voilà, je citais notamment l'exemple de... Moi, quand je regardais beaucoup les plans de Total, c'était en 2019-2020, sauf qu'en 2018, suite à la COP21, le GIEC avait produit un rapport spécial sur les 1,5 degrés qui avait été demandé par la COP suite à la fixation de l'objectif des 1,5 degrés. Donc, est-ce que les plans de climat de Total de 2019 et 2020 prenaient ou pas en compte les nouvelles projections du GIEC 2018? En fait, en réalité, non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces projections reposent sur des fondations complètement vermoulues. Qu'est-ce qu'il faut en conclure, etc., etc. Vous voyez, une espèce de fragilité et une grande difficulté aussi à se forger, on va dire, un jugement équilibré sur le caractère crédible ou non des projections de l'entreprise. Ça pose aussi même la question du statut de ces projections. À qui elles sont destinées? Est-ce qu'elles sont destinées au grand public pour lui apporter des éléments d'information, ou est-ce qu'elles sont plutôt destinées aux investisseurs pour montrer aux investisseurs, regardez, indépendamment de savoir si c'est crédible, enfin, indépendamment de savoir si c'est vrai ou pas, on est capable de créer des effets de crédibilité. C'est peut-être aussi une possibilité. Enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En fait, ce dont j'ai été frappé, c'est que je demande à être contredit, mais il y a c'est des questions qui pourraient être très importantes pour les investisseurs, les fonds de pension qui placent beaucoup d'argent dans les entreprises pétrolières. Je fais des recherches depuis plusieurs années sur Total, j'ai publié d'autres articles. Ils n'ont jamais été contactés par des hedge funds ou des fonds de pension pour discuter de la valeur intrinsèque de ces titres et de la crédibilité des projections climatiques. Je n'ai jamais été contacté. Donc je pense qu'en fait, ce que cherchent les analystes financiers, c'est surtout une crédibilité conventionnelle. C'est-à-dire si tout le monde croit que Total est crédible, bah, en fait, de fait, le marché va performer cette crédibilité et ça sera suffisant. Donc aussi, ça pose la question de savoir quelle est l'utilité en fait, de ces discours et qu'est-ce qu'il faut en faire dans la sphère publique lorsqu'on y est confronté. Voilà, et voilà, la conclusion, c'est de dire, apparemment, c'est difficile de savoir la perception. Voilà, quand je dis les marchés, c'est plutôt des analyses financiers qui sont distribués spatialement, mais je pense que l'article qu'on a essayé d'écrire montre aussi que on en a publié une version française sur le site d'information, enfin le site d'idées terrestres. Où en fait Christophe Bonneuil a été chercher des visuels aussi. Ça, c'est assez frappant de voir les visuels qu'a produit Total depuis les années 70. On voit des pubs de Total pour les éoliennes dans les années 80, etc. Donc il y a quand même vraiment une récurrence de la communication institutionnelle de l'entreprise sur les questions de durabilité. Donc c'est vrai que de voir se répliquer, tourner ce narratif en fait de faire des profits dans le fossile pour investir dans le solaire et l'éolien, il tourne au moins depuis les années 70 et visuellement on a des visuels depuis les années 80. Donc c'est quand même une forme de fragilisation aussi de mettre ça, pour la crédibilité du narratif qui est déployé aujourd'hui, de montrer sa profondeur historique et sa non-nouveauté en fait en quelque sorte. Mais je ne sais pas si la façon dont à la fois les marchés financiers et la sphère publique utilisent ces informations pour en faire quelque chose. Mais voilà, c'est peut-être les limites du travail de chercheur. On n'a pas vraiment le temps pour se pencher sur ce versant, on va dire, de l'opérationnalisation. Voilà, je crois que j'ai tenu à peu près le temps qui m'était imparti. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie.
Je suis désolé, je ne pourrais pas rester cet après-midi pour des raisons professionnelles. On prend des questions ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? C'est après la digestion, je crois qu'il y a Une pause. une petite... moi, je ne sais pas si on m'entend. Moi, j'ai une question. Tu as fait une comparaison à un moment donné en commençant à parler d'Exxon par rapport à la littérature que tu as pu connaître. Est-ce que la stratégie de Total, elle est exactement dans la même lignée que ce qu'ont fait les Américains, les pétroliers américains notamment? Ou est-ce qu'il y a un écart en fait culturel ou une spécificité un peu différente? Oui, du coup, il y a un écart culturel. Après, on a notamment essayé de documenter des points. Enfin, on s'est dit que peut-être il y avait des analogies entre les stratégies, en tout cas. Et on a essayé notamment de regarder si Total et Elf avaient financé des programmes scientifiques dans les années 90-2000. Et on a trouvé quelques... En fait, il y a une hypothèse qui est faite par Christophe Bonneuil et Benjamin Fronta, qui est à l'état d'hypothèse de travail, et probablement qu'on aura des résultats dans plusieurs années, puisque ça prend du temps de faire des recherches. Mais en fait, il y a une des hypothèses assez structurantes, qui est de dire que en fait, les premiers travaux du GIEC, le début du GIEC, il y avait encore beaucoup de circulation entre l'industrie pétrolière et les sciences du climat. Et donc, il est possible que les formulations, même les formulations ou les cadrages initiaux qui ont été retenus par le GIEC aient été influencés par la science qui avait été faite chez Exxon. Donc ça, en un sens, c'est extrêmement... c'est un impact, si ça s'avérait être vrai, même à l'état d'influence qui ne serait pas... On ne pourrait pas imputer à Exxon la responsabilité des cadrages du GIEC, mais en tout cas, certains éléments cognitifs, de cadrage cognitif qui seraient présents, ça voudrait dire que le cadrage de dire on attend, le langage de prudence en fait du GIEC, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, ce qui a été très coûteux pour la communauté scientifique, ça a été de prouver statistiquement le signal humain en fait. Il a fallu attendre 95 pour pouvoir parler vraiment de façon irréfragable en fait de ce lien de causalité. Alors qu'en réalité, le lien de proportionnalité entre le volume de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère et l'intensité du réchauffement est connue depuis les années 60 par tous les scientifiques en fait. Donc cette volonté, je dis souvent à mes étudiants, c'est un peu comme si vous vous retrouvez sur une île déserte et que avec quelqu'un d'autre et que vous le tuez, et que la police arrive et qu'elle fait des prélèvements d'ADN pour être sûr que c'est bien vous qui l'avez tué, alors que manifestement c'est un assassinat, etc., etc. Donc ça va, les recherches vont durer pendant des mois, on va faire des contre-expertises sur l'ADN, etc. Tout ça pour conclure que, ah bah oui, c'est vous qui l'aviez tué. Donc en fait, cette histoire de cadrage et cette espèce d'exigence de formalisme scientifique extrême pourrait avoir été, en tout cas, le fruit d'une diffusion de certains cadrages cognitifs qui étaient la science climatique chez Exxon et aussi d'une intelligence stratégique de la part de l'entreprise. Ça, c'est assez difficile. Je ne dis pas que c'est un fait établi du tout, hein. Mais en tout cas, c'est une hypothèse de travail qui commence à... Voilà, c'est ça. et sinon, par rapport à Total, donc, il y a eu certains finances... Ils ont financé certains travaux, notamment de Vincent Courtillot à la fin des années 2000, qui est un climato-sceptique notoire avec Claude Allègre, mais sur des travaux, donc pas sur des travaux qui lui ont permis de développer. Enfin voilà, on n'a pas un faisceau de causalité très fort qui permette de dire ils lui ont fait une commande pour faire des trucs climato-sceptiques. C'est plutôt, voilà, encore une fois, on se demande si c'est de l'amateurisme, une intelligence stratégique, mais voilà, on n'a pas empiriquement suffisamment pour cadrer. Il y a deux questions que j'ai vues. Il y a Bertrand et... Non, mais vous avez quasiment répondu à ma question là dans la dernière intervention. En fait, moi, pour m'être occupé de ces questions-là dans les années 90, je me souviens assez fortement du lobbying des constructeurs automobiles, qui était permanent et constant et très efficace. Je me souviens assez peu de celle des... C'était Europia, je crois, non ? De l'oil and gas. Je me souviens très bien de l'impact qu'a eu le fait de nommer le plus grand scientifique eurosceptique ministre de la Recherche en France. Et donc, je me demande, est-ce que vous avez, dans votre travail, détecté des stratégies d'influence et est-ce que vous avez réussi à les matérialiser? Parce que vous avez analysé plutôt, finalement, la posture interne de Total vis-à-vis de cette évolution, qu'à la limite, on peut comprendre d'une certaine façon. Là où ça devient problématique, c'est si elle a eu, par des effets de ramification, le corps des mines ou que sais-je, des effets sur la décision publique.
Et est-ce que vous avez détecté ce genre de choses concrètement? C'est toujours difficile de montrer des causalités ou on va dire des faisceaux de preuves suffisamment convergents pour dire que voilà, d'une certaine façon, le lobby oil and gas, Total plus les autres entreprises ont forcé la décision publique. En fait, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est plutôt Christophe Bonneuil qui a fait les archives parce qu'il est doué pour ça et c'est quand même assez difficile, qui a fait beaucoup d'entretiens, qui a regardé les années 90. Donc, je ne peux pas m'avancer parce que je ne connais pas aussi bien que lui la situation, mais qui a essayé justement de cartographier en fait les relais d'influence, notamment des personnes assez clés dans le dispositif on va dire de la diplomatie écologique française, notamment Brice Lalonde dans les années 90, voir comment ces personnes-là ont et Strauss-Kahn aussi ont été des personnes assez importantes en fait pour en fait définir le champ d'action de la France. Mais on n'a pas publié à ce jour et pas, je pense pas. C'est plutôt des premiers éléments en fait plutôt qu'une démonstration de stratégie d'influence avec une cartographie très claire des acteurs et de voilà. Donc je préfère pas dire de bêtises. Oui, c'est presque une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant, mais c'est vrai que dans le cas d'Exxon, ce qui est parfaitement avéré, c'est effectivement le financement massif de think tanks américains, de scientifiques très réputés, qui n'étaient pas forcément des climatologues, mais des physiciens ou autres, qui ont tenu en fait un discours climato-sceptique pendant des années, en fait, à partir des années 80. Ce qui est Et donc, c'est vrai que l'intérêt de savoir si ça s'est passé de la même façon dans un pays comme la France en soi est intéressant. Puis la remarque que je ferais, c'est que pour l'instant, en fait, en dépit du caractère profondément néfaste sur les générations à venir et sur l'humanité de cette stratégie dilatoire qui a duré quand même 40 ans, finalement, il n'y a pas tellement de conséquences. On a l'impression qu'en fait, il y a une forme d'impunité complète en fait, de ces groupes qui ont quand même financé une manipulation de l'information avec, de façon très déterminée et très massive. Oui, c'est sûr. Après, c'est justement l'enjeu de... Après, voilà, c'est toujours... La question est vraiment ouverte de savoir ce qui va se passer, mais la question des procès climatiques, en fait, va beaucoup être tournée. En tout cas, on voit bien que dans le système judiciaire américain, cette question de... Il y a déjà des procès, évidemment, qui sont en cours, mais il n'y a pas encore de premières grandes décisions qui ont été rendues. La question de savoir ce à quoi avaient accès, en termes de connaissances, les entreprises à cette époque-là et les mesures conservatoires qu'elles ont mises en ordre pour limiter les dégâts, va être crucial. Après, je pense qu'en Europe et en France en particulier, ça va être un petit peu différent. Et en fait, il y a eu un effet d'aubaine un petit peu pour Total, dans le sens où ils ont... Donc, comme je disais, il n'y a pas de lien En tout cas, on n'a pas trouvé de lien de financement vers Vincent Courtillot, vers Claude Allègre. On sait qu'en fait, par contre, Claude Allègre c'est des choses qui n'ont pas été creusées. Stéphane Foucard du Monde avait travaillé un petit peu là-dessus, mais Claude Allègre a animé une association qui a reçu des financements, mais d'autres entreprises françaises du CAC 40 pour le coup. Donc ça aussi, ce serait quand même intéressant. Lafarge, c'est sûr que Lafarge avait financé. Donc qui ont été les relais un petit peu passifs, enfin plus ou moins passifs quand même, en fait, de ce discours de décrédibilisation de la science climatique. Mais d'une certaine façon, Total a profité de l'ombre en quelque sorte d'Exxon depuis le début en fait, parce que leur posture entre guillemets d'être des acteurs rationnels qui laissent les scientifiques faire leur travail, mais qui refusent absolument que ce travail ait des conséquences sur leur façon d'envisager leur plan industriel. Elle paraît toujours good cop à côté des bad cop américains, quoi. Donc c'est vrai que c'est aussi problématique. Donc ils ont profité à la fois de leur science pour savoir ce qu'il fallait penser du réchauffement climatique et de leur grossièreté, on va dire, dans le positionnement, parce que eux, ils peuvent se mettre dans une situation plus raffinée entre guillemets, quoi. Alors en fait, c'est une fausse question parce qu'elle est très ouverte, mais je me demande si on a vraiment intérêt à s'interroger à ce qui s'est vraiment passé dans les années 60, 70, voire même 80, qui sont en fait assez lointaines et sur lesquelles on n'a pas finalement assez de faits. Alors que quand vous citiez 92, une projet de taxe carbone en Europe, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont préparé ça, et 92 c'est beaucoup plus récent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont préparé ça, et là on pourrait avoir des faits, et des faits qui nous permettraient aussi d'aller plus vite dans les changements. Parce que je suis tout à fait d'accord. Moi, j'étais le sociologue, donc moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie 2000-2015. Et en fait, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment incroyable, même d'un point de vue des investisseurs, c'est qu'en 2019,
Total a fait une dépréciation d'actifs à l'été 2019, donc c'était genre 30 juillet, tout le monde était en vacances, tout va bien, etc. Ils ont fait une dépréciation d'actifs de plus de 5 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien, quoi, sur les sables bitumineux, les projets qu'ils avaient lancés dans les années 2000, entre 2005 et 2015 en Alberta. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2014, il y a eu un choc, enfin un contre-choc, dans le sens où le prix du baril avait significativement baissé quand les Saoudiens avaient ouvert les vannes. Je ne sais plus exactement quelle était la conjoncture politique à l'époque, mais du coup, ça avait rendu non rentables tous les projets sur lesquels Total avait investi depuis 2005 en Alberta, au Canada. Or, il se trouve qu'il y avait eu une bataille juridique au niveau européen à l'époque sur ce qui s'appelait la Fuel Quality Directive, qui devait imposer un seuil maximal de grammes de CO2, je crois par kilomètre, pour les fuels qui étaient mis dans les voitures. Sauf que si on mettait une mesure trop ambitieuse, les sables bitumineux raffinés en provenance du Canada ne rentraient pas. Donc il y a eu une énorme bataille réglementaire à ce propos. Et à mon avis, en fait, c'est typiquement... Enfin, si on devait aujourd'hui stratégiquement dire qu'il y a eu des crimes climatiques de la part de Total, ils sont plutôt à trouver même dans la période 2000-2010, parce que là, en fait, décider en 2005 d'aller investir vraiment des dizaines et des dizaines de milliards, et je ne sais pas un ordre de grandeur que je prends au pif, c'est vraiment des dizaines et des dizaines de milliards en Alberta, alors qu'on a un diagnostic qui est établi et qu'en 2015, il y a des premières publications dans la Nature qui disent qu'il faut laisser tout le pétrole albertain dans le sous-sol. À mon avis, c'est à la fois... donc à la fois, c'est vraiment du délire d'un point de vue climatique, et en plus, manifestement, ça prouve aussi, et ça je trouve que c'est quelque chose qui a été assez peu dit, que c'est des gens qui... Enfin, en tout cas, le top management de Total est quand même assez... Bon, alors, pour une part, ce que font les Saoudiens, c'est difficile à anticiper, mais il y a quand même une incapacité à investir aussi, parce que ça a été vraiment une décision d'investissement, mais ultra catastrophique, en fait. Parce qu'ils ont vraiment perdu plus de 5 milliards d'euros. Je ne sais pas s'ils ont refait des corrections. Voilà. Donc c'est... Et là, on a toutes les planètes s'alignent. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a le désastre économique et financier, le désastre climatique. Et je n'utilise pas des mots choquants pour parler comme une ONG, mais simplement qu'en fait, il y a vraiment à chaque fois des publications, des analyses économiques et financières fondées par des professionnels du secteur qui permettent d'étayer en fait ce diagnostic. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça serait plus fort d'attaquer Total sur ce qu'ils ont fait en Alberta plutôt que sur des espèces d'hésitation dans les années 90 ou parfois aussi de la malveillance, mais alors que l'atmosphère, l'ambiance était beaucoup moins anxiogène qu'elle ne l'était dans les années avant Copenhague, quoi. Merci.